Bonsoir, merci à vous tous d'être là pour cette séance ce soir. Séance pour laquelle j'ai le plaisir d'accueillir deux grands spécialistes du Moyen-Orient, de l'islam politique, du chiisme, du sunnisme. Et ça tombe bien parce qu'on va parler du sunnisme et du chiisme. Et avec juste pour commencer, parce que ça m'a fait vraiment sourire, si vous avez vu les deux bouquins, les deux livres, le livre de Laurence Louer s'appelle Sunnite et chiite, et le livre de Pierre-Jean Guizard, c'est chiite et sunnite. Voilà. Donc, il n'y a pas forcément de parti pris dans cette façon de présenter le titre de chacun de ces deux ouvrages, mais en tous les cas, ça va nous permettre d'avoir une séance, je pense, absolument passionnante. Je dois dire tout de suite que moi, j'ai appris énormément de choses en lisant les deux ouvrages. Deux ouvrages qui sont extrêmement différents dans l'approche, mais qui sont tout à fait complémentaires. Donc, je ne peux que vous encourager à lire les deux, parce que véritablement, c'est intéressant. Et vraiment, j'ai appris beaucoup de choses, parce que finalement, on parle toute la journée des sunnites, des chiites, de l'arc sunnite contre l'arc chiite. Alors, on a évidemment des connaissances en tête les uns et les autres, hein. Mais en lisant les livres, ces deux livres, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de lacunes, il y a beaucoup de choses que l'on sait, mais de façon finalement très générale, et qui ne permettent pas de comprendre de façon fine ce qui se joue aussi aujourd'hui lorsqu'on utilise ces termes, lorsque l'on appréhende ces deux notions de sunnite et de chiisme. Et je trouve que ces deux livres, du coup, arrivent vraiment à point nommé pour beaucoup mieux comprendre et pour parler de façon un peu moins bête, en tous les cas, de ces sujets qui sont extrêmement complexes et qui sont beaucoup plus complexes que l'idée que l'on pouvait s'en faire, ou de la connaissance, en tous les cas, je parle pour moi, que je pouvais m'en faire. Ça ne nous aura pas échappé aussi que dans les titres de ces deux ouvrages, il y a le même mot qui revient, qui est le terme de discorde. Et donc, je pense évidemment, on va parler de ce terme de discorde, de fitna, qui revient là aussi régulièrement dans les commentaires lorsque l'on parle des sunnites et des chiites. Et vous verrez que tout ce qu'ils peuvent en dire est également très intéressant. Alors, il me semble important d'essayer de comprendre lors de cette rencontre avec nos deux chercheurs quels sont les ressorts de ces termes lorsqu'on les utilise, quels sont les ressorts, les explications, l'origine de ce qu'on appelle l'arc sunnite ou l'arc contre l'arc sunnite, même s'il ne s'agit pas de parler que de l'actualité, bien évidemment, mais de toute la dimension historique, toutes les querelles qu'il y a pu y avoir entre ces deux mondes de l'islam sont extrêmement importants à avoir en tête pour comprendre la complexité justement de cette discorde. Et aussi, ce qui est intéressant dans ces deux ouvrages, ce sont toutes les tentatives de rapprochement qu'il y a pu y avoir au cours de l'histoire, des tentatives qui n'ont pas forcément abouti, où il y a des moments, il y a eu des petits moments tout à fait passionnants. Et c'est en ça que je dois avouer que moi, j'ai appris beaucoup de choses sur l'histoire, en tous les cas, entre ces deux termes et la réalité que ça peut recouvrir. Donc c'est vrai qu'on va entendre Laurence Louer et Pierre-Jean Guizard. Alors Pierre-Jean Guizard va commencer, en fait on a tiré au sort, hein, tout simplement, pour savoir lequel des deux allait commencer. Et en fait c'est Pierre-Jean qui va avoir le plaisir de commencer. Pierre-Jean qui est historien, qui est directeur de recherche au CNRS, spécialiste des islams au Moyen-Orient, donc tout à fait habilité à pouvoir parler de ce sujet, et qui est également membre du groupe Société, Religion et Laïcité, groupe qui est basé à Paris. À Ivry, pardon. Et donc Pierre-Jean Guizard, lui, a donc écrit ce livre Chiite et Sunnite, la grande discorde. Et si vous savez, dans cette collection des éditions Talendier, 100 questions, et donc ce sont 100 chapitres. Alors, ce qui est très pratique, si je puis dire, c'est si le matin vous vous réveillez avec une interrogation majeure qui est de dire mais est-ce que l'Iran est sunnite ou chiite, vous allez pile trouver le chapitre et vous aurez votre réponse instantanément. Dans le cas du livre de Laurence, il faudra plus vous plonger dans cet ouvrage. Ça sera pas la même, les entrées ne sont pas aussi rapides, si je puis dire. Donc il faudra vous plonger plus dans le livre, mais vous aurez aussi, je pense, autant de plaisir à lire l'un que l'autre et autant d'intérêt, en tous les cas, à lire l'un ou l'autre. Alors, je vais proposer à Pierre-Jean de commencer par une présentation de 20 à 25 minutes, et après, je donnerai la parole à Laurence. Et ensuite, comme d'habitude, vous connaissez les règles du jeu à l'IREMO, vous pourrez échanger avec nos deux chercheurs. Merci beaucoup à vous deux d'être là, et je te passe la parole.
Merci Agnès. Donc, est-ce que vous m'entendez correctement? Voilà, oui, effectivement, il y a quelques mois, nous étions dans un colloque commun et nous nous demandions comment l'autre allait et on se disait fatigué, je termine un livre. Ah bon, un livre? Oui, sur les sunnites et les chiites. Ah oui, moi c'est sur les chiites et sur les sunnites. Et la grande fitna, oui, moi aussi, le retour de la fitna. Donc, voilà, bon, il n'y a pas de hasard. Si deux livres sont publiés sur un sujet identique, c'est qu'il y a matière. Et hélas, je dirais, bon, il ne vous a pas échappé que depuis maintenant un peu plus d'une trentaine d'années, depuis le début des années 1980, le Moyen-Orient, s'il en fait abstraction du conflit israélo-palestinien, est l'objet de conflits armés permanents qui ont été attisés par les printemps arabes de 2011, avec désormais des villes martyrs. On pense à Alep, on pense à Mossoul, on pense à Sanaa, au Yémen. Et dans chacun de ces conflits, dans chacune de ces villes, la dimension confessionnelle est apparue comme une dimension centrale. Alors, ce conflit confessionnel qui oppose les deux principales branches de l'islam, le sunnisme et le chiisme, les sunnites et les chiites, devrait-on plutôt dire, puisqu'il s'agit là d'un conflit qui trouve sa justification dans un dogme religieux, mais on va le voir qui a des racines tout à fait modernes. Ce conflit donc a été attisé par plusieurs facteurs que je me propose donc d'énumérer avant de revenir aux sources du conflit entre sunnites et chiites. On a l'habitude d'entendre dire que le conflit actuel entre les sunnites et les chiites remonte à l'origine de l'islam. C'est vrai dans la structuration des dogmes, encore que les chiites ne se sont identifiés en tant que tels que tardivement, et on ne peut pas parler de sunnites au moment de la mort du prophète, ni au moment de l'assassinat de Ali et de la mort de Hussein à Karbala au 7e siècle. C'est au fil du temps qu'on va voir, avec une temporalité propre à l'évolution des dogmes religieux, ces deux branches de l'islam s'éloigner les unes des autres, malgré des tentatives à l'époque moderne de rapprochement, tentatives de rapprochement souvent motivées par un désir pan-islamiste de faire front commun face donc à la domination d'abord économique, intellectuelle, puis ensuite directement politique et militaire d'une Europe conquérante. Donc, on dit que ce conflit renvoie à l'origine du chiisme et du sunnisme, mais en fait, il a des causes modernes, et ces causes donc, que j'ai annoncées, je les résumerai en trois. Il y a d'abord le fait que, surtout dans le monde arabe, il existe un point commun entre toutes les communautés chiites, duodécimènes. 90% des chiites se rattachent donc à l'islam chiite duodécimain, c'est-à-dire duodécimain 12 imams. Ils se raccrochent à 12 imams. Donc c'est le chiisme que nous connaissons à travers l'Iran, l'Irak, le Hezbollah libanais, et notamment dans les pays du Golfe. Donc un point commun à toutes ces communautés chiites, c'était qu'elles ont été, au fil des siècles, des communautés dominées socialement et politiquement par des régimes politiques qui se proclamaient sunnites, qu'il s'agisse de l'Empire ottoman, donc c'était le cas des chiites vivant au Liban et en Irak, de même chose dans le Golfe, ou bien dans des régions un peu moins accessibles au pouvoir ottoman, comme la péninsule arabique, où là on avait affaire à des dynasties régnantes sunnites qui renvoyaient souvent à une hiérarchie sociale propre au monde bédouin. Dans cette hiérarchie sociale, il y a une domination
traditionnels, des nomades guerriers qui imposaient leur protection, entre guillemets, à travers un impôt de protection, à des communautés sédentarisées ou semi-sédentarisées. Et on a eu un phénomène commun, que ce soit en Irak, à Bahreïn, qui est un pays à majorité chiite, mais aussi dans la province aujourd'hui saoudienne du Hassa, c'est-à-dire le fait que des communautés semi-sédentarisées de paysans, d'éleveurs, de pêcheurs ont été mises sous la domination de dynasties qui étaient régnantes parce qu'elles étaient nomades, parce qu'elles appartenaient à la caste des guerriers face à des communautés qui, elles, avaient beaucoup moins de moyens pour se défendre. Et on voit cette situation dans tous les pays arabes du Golfe à l'Irak. L'exemple le plus frappant, certainement, en est l'Irak, puisque une grande majorité de la population arabe de l'Irak est constituée de nouveaux venus. L'Irak a été le dernier réceptacle au monde des grandes invasions bédouines. Les dernières ont eu lieu avec les Chamars au début du XXe siècle. Et ces tribus, en arrivant dans les plaines du Tigre et de l'Euphrate, se sont sédentarisées puisqu'elles n'avaient plus besoin, avec les vertes prairies mésopotamiennes, de nomadiser. Et en se sédentarisant, elles ont dû faire face à une dégradation de leur statut social dans la mesure où elles ont été donc sous la domination de familles régnantes. La meilleure illustration de ce que je vous dis en est par exemple la grande confédération tribale des Muntafik dans la région de Nassiriye au sud de l'Euphrate, où la confédération était constituée de tribus à 98% chiites, avec une famille régnante qui, elle, était sunnite, les Al-Sa'adoun, qui occuperont des postes importants d'ailleurs dans le gouvernement irakien après la fondation de l'État irakien en 1920 par les Britanniques. Donc ces communautés qui avaient pour point commun d'être des communautés dominées socialement et politiquement. Et ça se concrétisait surtout par le fait qu'elles voyaient la carrière militaire, l'armée leur était totalement fermée. Les militaires, qu'ils soient arabes ou kurdes, étaient majoritairement sunnites dans les échelons de l'armée ottomane les plus élevés et dans les armées arabes qui vont suivre, alors que la troupe était, elle, majoritairement chiite, en tout cas à partir du moment où les armées arabes vont être créées. Donc il va y avoir un mouvement d'émancipation de ces communautés, mouvement d'émancipation qui va débuter au Liban, qui va concerner une communauté qui était particulièrement méprisée, qu'on appelait les Métoualis. Les Métoualis, donc, est un mot dialectal pour désigner ceux qui sont les partisans de Ali, et qui était une communauté divisée entre le sud Liban et la Bekaa, extrêmement pauvre, dominée par des familles féodales, d'ailleurs souvent chiites. Et c'est au Liban et en Irak également, pour les mêmes raisons, que le mouvement d'émancipation va commencer. Il va commencer dans le cadre des nouveaux États arabes fondés par les puissances mandataires en 1920, la Grande-Bretagne et la France, et il va se faire d'abord sur le mode de revendication politique, avec la foi, avec la croyance, si l'on peut dire, que les institutions étatiques en place peuvent permettre de répondre positivement sur une base citoyenne à des revendications d'égalité sociale et politique. Et on a là, on est à l'origine de l'adhésion massive des communautés chiites à des partis politiques de gauche, laïques, souvent partis communistes, ou certains partis nationalistes arabes. Le parti Baas, par exemple, a été fondé par un chiite en Irak avant de devenir un parti qui va être le porte-drapeau des sunnites. Mais il va y avoir donc un mouvement d'émancipation qui va accréditer l'idée que cette émancipation communautaire est possible dans le cadre des États en place. Mais on va le voir, notamment à l'occasion des printemps arabes de 2011, où ces mouvements
n'avait pas encore dégénéré totalement sur un mode confessionnel, on va voir très rapidement ces illusions sombrer très brutalement, avec l'incapacité évidente des institutions et des États en place à accueillir sur un mode pacifique et citoyen des revendications qui n'étaient pas confessionnelles au début. Avec une grande exception, l'Irak, qui a une histoire confessionnelle beaucoup plus ancienne, et le Liban, qui a une expérience politique particulière au Moyen-Orient, puisque depuis 1943, on y a instauré un confessionnalisme politique. Mais malgré tout, même au Liban, les chiites, voilà, c'était donné à des partis, on va dire, laïcisants ou laïques. Et les printemps arabes vont partout signifier, en fait, la faillite des États en place pour accueillir un mouvement qui se revendiquait non confessionnel sur une base citoyenne. Et on va être là à l'origine de l'officialisation d'un processus ancien où, en fait, derrière les idéaux politiques des partis politiques, qu'ils soient de gauche laïque ou nationalistes arabes, se profilaient des stratégies communautaires qu'il était assez facile de déceler. Par exemple, on voit que le Parti communiste irakien, dans les années 1950, avait un bureau politique qui était à 80% composé de saïds chiites, c'est-à-dire de descendants du prophète chiite. Alors, c'était, quand j'avais commencé à faire la sociologie des instances dirigeantes du Parti communiste, c'était pas très bien vu, hein. C'était évidemment comme si j'avais disséqué les bureaux politiques du Parti socialiste ou du Parti communiste français pour dire, voilà, il y a tant de juifs, tant de protestants, etc. Mais là, il s'est avéré que l'analyse avait quand même une signification, puisque on va voir très vite les membres de ces partis laïques revenir dans le bercail du mouvement religieux, d'un mouvement religieux renouvelé, islamiste, dans le sens où il ne va pas reprendre l'attitude et les pratiques politiques des grands ayatollahs du début du XXe siècle, mais il va s'engager sur une voie beaucoup plus sécularisée à travers des partis politiques, comme le parti Darwa, par exemple, en Irak, aujourd'hui au pouvoir majoritairement à Bagdad, et des partis politiques qui vont calquer leur mode de fonctionnement avec des élections d'un bureau politique, etc., exactement sur le calque donc des partis communistes dont beaucoup de militants provenaient. Alors, donc, je l'ai dit, émancipation des communautés chiites à l'échelle du monde arabe, faillite des États pour accueillir ce mouvement sur une base citoyenne. Et le troisième élément, c'est la globalisation du conflit qui va être illustrée par le fait que des communautés marginales du chiisme, comme par exemple les Alaouites en Syrie et au Liban, et les Zaïdites du Yémen, vont être rattrapés par un conflit dans lequel ils n'avaient pas pris part, d'ailleurs, pour beaucoup d'entre eux, leur adhésion au chiisme était en fait une vision très récente, puisque autant les Zaïdites du Yémen, les duodécimains, comme je l'ai dit, sont partisans de 12 imams, les Zaïdites, eux, se réclament de 5 imams. Et ils ont eu une histoire au Yémen, ils sont pour l'essentiel concentrés sur les hauts plateaux yéménites, alors que les communautés duodécimaines arabes ont été les victimes de systèmes politiques sunnites. On a l'inverse au Yémen, où les Zaïdites ont fondé au Xe siècle un imama yéménite qui va durer, tenez-vous bien, jusqu'en 1962. Donc pendant près de 1000 ans, un régime politique qui va assurer la domination politique, là cette fois-ci, d'une communauté qui ne reniait pas son chiisme, même si les liens avec les communautés chiites étaient quasi inexistants. Même chose pour les Alaouites, là il s'agit d'une secte qui n'était pas reconnue pendant des siècles comme chiites ou même comme appartenant à l'islam par les chiites duodécimains.
une secte syncrétique qui allie beaucoup d'éléments du christianisme avec des éléments soufis. Et c'est une religion qu'il est assez difficile de connaître parce que, comme beaucoup de sectes minoritaires issues du chiisme, le fait qu'elles aient été très souvent discriminées et victimes de massacres les a rendus adeptes du secret. Et il n'y a pas de livre à proprement parler, sauf certains corpus récents, pour dire ce qu'est la religion alaouite. Et ça n'est qu'à la fin du 19e siècle que, dans un but de renforcement des communautés chiites, les oulémas chiites duodécimains, notamment du Liban et de Syrie, se sont intéressés à ces brebis égarées du chiisme, si l'on peut dire, pour les ramener au bercail, chiites duodécimains. Et sous l'effet de la globalisation du conflit, on voit aujourd'hui que ces deux communautés, zaïdites au Yémen et alaouites, qui n'avaient jamais revendiqué un chiisme officiel, sont rattrapés par le conflit et au point donc de faire partie intégrante aujourd'hui d'une grande discorde, en arabe fitna, hein, c'est le mot qu'on a repris Laurence et moi pour rappeler le fait que cette fitna aujourd'hui semble une réédition des premières fitnas qui avaient opposé les chiites et le restant des musulmans qui ne s'appelaient pas encore à l'époque sunnites après l'assassinat du troisième calife, Osman, et au moment où la succession du prophète opposait les partisans de Ali, Shi'at Ali, les partisans d'Ali qui vont donner les chiites, aux autres qui ne s'appelaient pas encore sunnites. Donc une réédition telle qu'elle paraît des événements qui ont ensanglanté les premières décennies de l'islam, avec des causes, comme je l'ai dit, tout à fait modernes et une ampleur, hélas, sans comparaison avec les conflits des premiers temps de l'islam. Voilà, je vous remercie. Je passe la parole à Laurence. Merci beaucoup, Pierre-Jean. Donc, je vais tout de suite passer la parole à Laurence Louer, qui est professeure associée à Sciences Po, rattachée au CERI, le Centre d'études et de recherche internationale, et qui travaille sur les politiques de l'identité au Moyen-Orient. Bon, merci, bonsoir. Donc voilà, donc moi aussi je me sens obligée d'expliciter le titre de l'ouvrage et surtout la petite variante en fait qu'il y a avec le titre du livre de Pierre-Jean Luizard qui est Histoire politique d'une discorde. Donc c'est bien dans l'idée de mettre l'accent sur les interactions entre le politique et le religieux. Je crois que c'est vraiment ça qui est au fondement de ce que j'ai essayé de démontrer. C'est-à-dire que c'est pas du tout une histoire des doctrines. C'est aussi pour ça que ça s'appelle sunnite et chiite. C'est l'histoire de personnes, de gens, d'institutions, de communautés, de groupes humains. Et donc pas du tout une histoire des doctrines. Mais ces acteurs, en fait, ont incarné ces doctrines de manière différente en fonction des contextes historiques, des contextes politiques. Donc c'est vraiment une histoire de la manière dont les idées s'incarnent, sont aussi utilisées à différentes époques. Voilà, donc il y a, au fond, je crois, dans le livre, il y a deux manières dont j'envisage ces interactions entre politique et religieux. Et d'ailleurs, il y a deux parties dans le livre. Dans la première partie, donc j'essaye de faire une histoire, au fond, de la manière dont le sunnisme et le chiisme ont été utilisés dans les constructions étatiques. Et puis, c'est lié, ont servi d'idéologie de légitimation aux différents régimes politiques qui se sont succédés. Et puis, dans la seconde partie, c'est plus une analyse située dans des États-nations, différents États-nations, différents cas, en fait. Donc, j'ai pris
ceux qui me semblaient les plus importants, mais il y en aurait d'autres. L'Irak, bien sûr, le Bahreïn, l'Iran et l'Arabie Saoudite que j'ai regardé en miroir dans un seul chapitre, le Yémen, le Pakistan et le Liban. Et donc, dans cette deuxième partie, ça permet de montrer, au fond, de regarder la question des relations entre sunnites et chiites comme des relations entre majorité et minorité, donc qui, à bien des égards, ont des traits typiques de ce type de relations qu'on peut retrouver en dehors du contexte moyen-oriental. Et le fil directeur de ces chapitres est d'essayer de montrer comment la manière dont ces deux groupes ont été incorporés dans les États-nations modernes continue d'influer aujourd'hui sur leurs relations avec l'État, avec les élites politiques, et aussi sur la manière dont ils se représentent leur identité et leur position en tant que citoyens. Donc, on peut développer plusieurs exemples de cette manière dont le sunnisme et le chiisme ont servi d'idéologie de légitimation. D'une part, on va dire, grosso modo, jusqu'au Xe siècle, le chiisme a quand même été la principale idéologie de contestation des régimes politiques musulmans. Voilà, les Fatimides, clairement, les Karmates, dans ce qui est aujourd'hui la province orientale de l'Arabie Saoudite et le Bahreïn. Mais je crois que ce qui est important de souligner, pour mettre ça en regard avec un autre processus que j'essaye de montrer, c'est quand même la convergence entre sunnisme et chiisme et entre sunnites et chiites. C'est qu'au fond, ces grands mouvements de contestation, souvent violents, se rattachaient plus à des versions très ésotériques et politiquement radicales du chiisme qui sont aujourd'hui très largement marginales sur le plan démographique. Pierre-Jean l'a dit, 90% des chiites aujourd'hui sont des chiites duodécimains, et à mon sens, le chiisme duodécimain est issu d'un processus qui s'est développé sur plusieurs siècles de déradicalisation à la fois doctrinale et politique, au sens d'éradication de l'ésotérisme, mais aussi d'accommodement avec toute une série de différents régimes politiques, ce qui permet, me semble-t-il, de mettre un petit peu, de prendre un peu de distance avec cette image qui continue d'être véhiculée, cette idée qu'au fond, le chiisme serait intrinsèquement révolutionnaire. Et au fond, l'histoire longue du chiisme montre que pas du tout. Il a pu être révolutionnaire, mais il a pu aussi, finalement, de la même manière que les sunnites ont pu le faire, développer des doctrines pour légitimer et justifier, y compris la coexistence avec parfois des régimes non musulmans. Ce qui m'a semblé aussi important dans le livre, c'est de revenir sur la manière dont à la fois le chiisme et le sunnisme sont devenus des religions officielles. Ça, je reprends le terme à Mohamed Harkoun. Et dans ce cadre-là, donc, de revenir sur la rivalité entre les Ottomans et les Safavides, qui me semble être vraiment un tournant essentiel, dont les conséquences, à mon sens, se font largement sentir encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, jusqu'au début du XVIe siècle, jusqu'à 1501, qui est la date qu'on donne très souvent, c'est-à-dire l'arrivée de la dynastie safavide au pouvoir dans un territoire qui correspond grosso modo à l'Iran contemporain. Le chiisme était très largement une religion communautaire, puisque les imams, à l'exception du premier d'entre eux, l'imam Rali, n'ont jamais exercé de pouvoir politique au sens de le gouvernement de l'État. Donc le premier imam est aussi le quatrième calife, mais après lui, ses descendants n'ont jamais régné, n'ont jamais dirigé d'État, même s'ils ont pu occasionnellement être engagés politiquement. Et avec l'arrivée des Safavides au pouvoir, le chiisme devient pour la première fois une religion d'État. Et c'est ce qui distingue notamment l'expérience safavide de l'expérience qui l'a précédée de
siècles, c'est l'expérience des Bouyides, qui étaient chiites, mais n'avaient jamais été jusqu'à définir le chiisme comme la religion officielle, si vous voulez, de leur régime. Et ce qui me semble intéressant dans la relation qui s'est nouée entre les Safavides, donc qui construisaient leur empire en définissant aussi, en clarifiant avec l'aide d'oulémas chiites arabes venant du Liban, du sud, de ce qui est aujourd'hui l'Irak, et puis aussi du Bahreïn, donc définissant et clarifiant ce qu'était le chiisme, chose qui n'était pas très claire à leurs yeux, puisqu'ils professaient une forme assez frustre et en fait ésotérique de chiisme. Et donc, en fond, c'est leur interaction, la relation étroite qu'ils ont développée avec ce qu'on peut appeler en fait des intellectuels organiques, si on veut reprendre des termes modernes, c'est-à-dire donc des oulémas chiites arabes, que au fond le chiisme duodécimain, on pourrait dire, c'est clarifié et c'est construit. Et donc cette construction doctrinale et étatique, c'est effectuée en miroir de la construction impériale ottomane. Les Ottomans, avec lesquels les Safavides avaient plusieurs frontières, notamment cette frontière du sud de l'Irak qui, tout au long du XXe siècle, a continué à être une frontière problématique. Donc ces deux constructions impériales, ottomanes et safavides, se sont faites en miroir. Il y avait une compétition entre ces deux régimes. Les Ottomans se présentant comme les défenseurs du sunnisme, du vrai islam, tandis que les Ottomans incarnaient, les Safavides, incarnaient le chiisme, et plus encore utilisaient le chiisme comme un outil d'influence à l'extérieur de leurs frontières, une pratique qui perdure jusqu'à aujourd'hui, qui a été reprise par la plupart des régimes qui ont régné sur l'Iran après les Safavides, et y compris, me semble-t-il, les Pahlavis au XXe siècle. Donc plus près de nous, pour faire un grand bond dans le temps, on peut aussi évoquer le cas du Pakistan. Et le cas du Pakistan, moi, m'a semblé très intéressant, puisque c'est au départ un État qui a cherché à promouvoir ce que j'ai appelé une forme générique d'islam qui serait aveugle aux différences doctrinales, aux différences confessionnelles, et puis surtout qui voyait dans l'islam une appartenance nationale, une identité nationale, et qui, au départ, en tout cas, le projet était de ne pas trop mettre le doigt sur le religieux, finalement, en tant que contenu, en tant que croyance, en des dogmes précis. Et puis, ce qui est intéressant dans l'expérience pakistanaise, c'est qu'au fond, très très rapidement, dès 1948, avec les funérailles du père de la nation, Ali Jinnah, eh bien, cet islam générique se révèle être en fait un islam sunnite, puisque Ali Jinnah était chiite, duodécimain, mais que ses funérailles officielles ont suivi le rite sunnite, comme s'il était impossible, au fond, aux dirigeants du Pakistan d'assumer le fait que le père de la nation était issu d'un courant musulman minoritaire. Et donc je crois que au fond, ce phénomène de promotion de formes d'islam générique se retrouve dans d'autres contextes. J'analyse le cas yéménite aussi de la même manière, et à chaque fois on voit au fond comment cet islam générique se révèle toujours être l'islam de la majorité, et qu'il implique au fond que les minoritaires se fassent discrets. Pierre-Jean mentionnait la grande période pan-islamique, donc fin 19e siècle, début 20e siècle, qui a été une période de tentative de rapprochement et de rapprochement effectif entre sunnites et chiites, sur la base en fond d'un positionnement politique commun qui consistait à dire il faut que les musulmans s'unissent pour faire face à l'impérialisme européen. L'une des figures très importantes de cette période est El Afrani, Jamal el-Din el-Afrani,
qui était lui-même un chiite iranien qui avait été formé dans les séminaires religieux chiites de Nadjaf, donc avait reçu l'éducation traditionnelle des clercs chiites, mais qui, toute sa vie, s'est en fait passer pour un sunnite ou a tue son identité confessionnelle de manière précisément à ne pas miner sa légitimité à parler au nom des musulmans. Alors, si on regarde maintenant la manière dont chiites et sunnites vivent, coexistent en tant que groupes sociaux dans des États-nations particuliers, on peut citer... je ne parlerai pas de l'Irak parce que Pierre-Jean est bien plus qualifié que moi, il en a parlé beaucoup, mais voilà, des cas qui me semblent particulièrement intéressants. Je parlerai du cas du Bahreïn, qui est en plus mon terrain de prédilection et qui est peu connu sans doute d'entre vous. Donc Bahreïn, tout petit pays, un petit archipel en fait, qui est vraiment de l'autre côté de l'Arabie Saoudite, qui est en effet à majorité chiite et où l'incorporation des chiites dans l'État s'est fait, dans l'État moderne, dans l'État contemporain, s'est fait à la fin du XVIIIe siècle de manière très particulière, puisque la dynastie qui règne aujourd'hui au Bahreïn, les El Khalifa, ont conquis l'archipel militairement. Donc les El Khalifa sont sunnites et il semble, bien qu'il y ait de très nombreux débats à la fois historiques et politiques aujourd'hui au Bahreïn sur cette réalité, il semble qu'à l'époque, soit l'ensemble des habitants du Bahreïn, soit la grande majorité d'entre eux étaient chiites. Et donc, au fond, on voit bien comment, dès le départ, l'État s'est construit sur on va dire la différenciation non seulement entre une minorité dominante sunnite et puis une majorité dominée chiite, mais ce clivage recouvrait donc un clivage entre les conquérants et les conquis. Et également, ça s'est formulé, je pense, beaucoup plus tard à la période contemporaine, à partir des années 60-70, un clivage entre ceux qui se perçoivent comme les autochtones, les véritables habitants du Bahreïn, c'est-à-dire les chiites, et puis ceux qui sont présentés par les chiites comme des étrangers, les El Khalifa. Et donc, notamment au Bahreïn, tout le discours islamiste chiite s'est vraiment développé autour de cette idée qu'au fond, les dirigeants El Khalifa du Bahreïn étaient illégitimes, pas parce qu'ils étaient sunnites, mais parce qu'ils n'étaient pas des vrais Bahreïniens. Et d'ailleurs, même au Bahreïn, les chiites vous expliquent très souvent que les Bahreïnis sont les sunnites et que les chiites, véritables et légitimes habitants du Bahreïn, sont des Baharna, qui est en fait le terme ancien qui servait à désigner les habitants de ce qui est aujourd'hui le Bahreïn. Le terme Bahreïni étant en fait une invention beaucoup plus récente. Et donc, ce qui me semble intéressant dans le cas de Bahreïn, mais voilà, je pense que l'Irak vraiment relève vraiment de la même dynamique, c'est qu'au fond, les conditions de formation très progressive de l'État moderne continuent de peser sur la période contemporaine, comme si cette période ce début, ces premières années de formation de l'État moderne créait une espèce de structure qu'il est extrêmement difficile de surmonter. Et donc à Bahreïn, au cours des années 2000 notamment, il y a eu un processus de libéralisation politique qui a permis notamment de tisser des alliances entre certaines factions de la famille régnante et puis le mouvement islamiste chiite majoritaire qui s'appelle Al-Wifaq. Mais très significativement, en fait, cette période qui a duré une dizaine d'années, grosso modo, s'est soldée par donc un soulèvement en 2011 qui a complètement mis fin à cette dynamique d'alliance et de rapprochement, de nouveau le prisme confessionnel, le paradigme confessionnel servant aux dirigeants pour disqualifier en fait un mouvement
qui n'était pas au départ confessionnel dans ses revendications, puisque c'était un mouvement qui réclamait la démocratisation du régime, mais en même temps qui était majoritairement chiite. Et donc, au fond, c'est peut-être une chose dont on pourra discuter après dans le débat, c'est qu'il y a toujours cette ambiguïté. Pierre-Jean, tu parlais de stratégie communautaire, en fait, derrière des mouvements se réclamant d'idéologie ou d'objectifs beaucoup plus larges. Je crois que c'est aussi ce qui s'est passé à Bahreïn, c'est que au fond, le thème de la démocratisation est perçu par les sunnites comme étant un thème chiite, puisque comme ils sont majoritaires sur le plan démographique, eh bien la démocratisation reviendrait en fait à remettre le pouvoir aux mains des chiites. Et c'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles, depuis les années 1990, eh bien, les El Khalifa, la famille royale, octroie la nationalité bahreïnie à des dizaines de milliers de sunnites étrangers. Certains sont saoudiens, certains sont syriens, de manière à corriger cet équilibre confessionnel avec, à mon avis, des conséquences à long terme pas forcément bonnes, y compris pour le régime. On pourra en reparler. Un autre cas qui me semble intéressant, c'est celui du Yémen. Au fond, au Yémen, c'est vrai qu'il y a cette expérience historique très particulière de l'imama zaïdite qui a duré très 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 longtemps, du 8e siècle jusqu'aux années 1960, qui était donc un régime, comme l'a dit Pierre-Jean, qui était centré sur dans le nord du pays, autour de la ville de Sarda. Et au fond, ce qui est... voilà, en 1962, quand l'imama zaïdite tombe, à la suite d'un mouvement révolutionnaire qui finit par établir un régime républicain, il y a un double processus. On pourrait dire d'une part un processus qui avait en fait commencé dès le XVIIIe siècle de ce que Laurent Bonnefoy appelait une convergence entre sunnites et chiites, c'est-à-dire notamment au niveau entre zaïdites. Non, j'aime pas appeler les zaïdites chiites, on va en reparler. En fait, entre zaïdites et sunnites, qui, donc au fond, voilà, les experts du Yémen montrent très bien comment les frontières identitaires entre les deux groupes se sont progressivement brouillées pour différentes raisons, si bien que notamment un certain nombre de figures du mouvement salafiste contemporain, de figures yéménites, sont nées en fait dans des familles zaïdites, ce qui montre très bien à quel point ce processus de convergence avait été poussé très loin. Donc la République en fait a continué vraiment ce processus de convergence, élevant même le ulama, le alim yéménite du XVIIIe siècle, Mohamed el-Shawkani, au rang d'intellectuel organique posthume, si vous voulez, de la République. C'était Shawkani qui avait joué un rôle essentiel au XVIIIe siècle dans ce que certains ont appelé la sunnisation du zaïdisme. Donc la République continue ce processus de convergence, mais la République signe aussi une relative marginalisation des élites de l'imama et notamment du groupe de statut des Sada, donc des descendants du prophète, et au fond ce processus de marginalisation se termine par ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le mouvement des Houssis, qui est à bien des égards un mouvement centré, structuré autour de ces anciennes élites de l'imama zaïdite qui, au départ, voulaient simplement regagner, on va dire, du pouvoir, un poids dans le jeu politique local et à la suite de toute une série de péripéties dans les détails desquels je ne rentre pas, voilà, c'est terminé. On a un mouvement de guérilla et dans la guerre civile que l'on connaît aujourd'hui. Donc peut-être pour terminer, un autre point qui me semble important de souligner, c'est que dans le livre, j'ai essayé à la fois de montrer typiquement donc les dynamiques de conflit entre sunnites et chiites, mais aussi les dynamiques de convergence. Alors le cas yéménite est un cas particulier que je viens d'évoquer, mais je pense qu'il y a une dynamique plus générale que j'ai appelée rivalité mimétique entre sunnites et chiites, qui fait que, au fond, leur rivalité les pousse autant à se différencier qu'à s'imiter.
Et donc, on retrouve ça à plusieurs niveaux. Si on repart dans l'histoire du Moyen-Âge, la figure centrale, me semble-t-il, de cette convergence qui se noue au 8e siècle, c'est l'imam Ja'far el-Sadiq, le 6e imam, qui en fait fonde le droit islamique chiite sur le modèle, à la manière dont les sunnites, à la même époque, commençaient à structurer aussi leurs écoles de droit islamique, les 4 écoles de droit canonique. Et le 6e imam, en fait, il commence à faire converger la figure de l'imam qui, au départ, est une figure extraordinaire. L'imam n'est pas un homme ordinaire, c'est un être qui a comme ça un pouvoir, un accès notamment à des secrets divins. Et au fond, il maintient évidemment cette idée du caractère extraordinaire de l'imam, mais en même temps, il commence à faire converger la figure de l'imam avec celle du savant religieux, qui était en train de se construire à cette époque. Et autre chose que fait le 6e imam, c'est au fond se rapprocher du régime abbasside, qui venait d'arriver au pouvoir, et y compris placer des proches des chiites dans des positions clés à la cour des califes abbassides. De même, donc ça je l'ai déjà évoqué, j'y reviens pas, c'est dans la rivalité ottomane-safavide, quand je parle d'une rivalité, de deux constructions impériales en miroir, je crois vraiment que le projet safavide était au fond de construire le chiisme à la manière dont le sunnisme s'était construit, c'est-à-dire en tant qu'au fond idéologie, si vous voulez, officielle. On retrouve ces dynamiques de convergence également dans les différents contextes nationaux sur lesquels je me suis penchée. Pour revenir sur le cas de Bahreïn, après 2011, il y a eu un phénomène que moi je trouve extrêmement intéressant, de tentative de structuration d'un mouvement communautaire sunnite sous la houlette de clercs sunnites, notamment de clercs formés à l'université El-Azhar, sur le modèle d'El-Wifaq. Donc El-Wifaq était le principal mouvement islamiste chiite. Comme la plupart de ces mouvements, il était dirigé par un clerc et était en particulier lié à quelqu'un qu'on appelle un ayatollah, en fait, même s'il y a des débats sur son statut et sa capacité à effectivement porter ce titre de manière légitime. Et plus qu'un mouvement islamiste chiite, El-Wifaq était un mouvement communautaire et un mouvement à bien des égards attrape-tout, c'est-à-dire qu'il visait vraiment à fédérer l'ensemble des chiites, ceux qui avaient une sensibilité religieuse affirmée, mais également bien au-delà. Il fallait fédérer et Wifaq a réussi à fédérer au-delà des simples milieux islamistes et dévots pour, au fond, parler de manière légitime au nom des chiites en tant que communauté. Et ça a été vraiment la force d'El-Wifaq tout au long des années 2000, c'est que dans les circonscriptions à majorité sunnite où ils présentaient des députés, la plupart d'entre eux étaient élus dès le premier tour. Il y avait très très peu de compétition face à eux. Et on voit comment ce modèle d'El-Wifaq, d'un mouvement religieux communautaire, la dimension communautaire étant vraiment essentielle, a fasciné une partie certains acteurs politiques sunnites à Bahreïn qui ont tenté de faire la même chose, en réponse au mouvement de février et mars 2011, qui était un mouvement dans lequel les islamistes chiites ont joué un rôle tout à fait semblable. Il y a eu un mouvement contre-révolutionnaire principalement sunnite sur le plan confessionnel, qui a essayé de créer une sorte de ce que j'ai appelé un Wifaq sunnite finalement. Donc on retrouve aussi une dynamique tout à fait similaire si on regarde les milices radicales au Pakistan,
à la fois les chiites et les sunnites, où on voit les sunnites notamment utiliser, on va dire, les grandes figures que sont les compagnons de Mahomet, à la manière dont les chiites utilisent les imams comme des figures héroïques à émuler, si vous voulez. Voilà. Puis dernier cas intéressant, me semble-t-il, de ces processus de rivalité et d'imitation qui sont intrinsèquement liés, c'est les sunnites en Iran, donc beaucoup en me basant sur les travaux de Stéphane Dudoignon, qui m'a d'ailleurs commandé ce livre. Voilà, on voit bien comment les sunnites en Iran, qui sont en fait éclatés sur le plan géographique et aussi sur le plan ethno-linguistique, ils appartiennent à des voilà, les chiites sont éclatés dans différents territoires qui sont aux marges du territoire iranien, le Kurdistan, le Baloutchistan notamment, une partie des Arabes qui peuplent les rives du sud, et pourtant donc ces dernières années, une dynamique de communautarisation s'esquisse parmi les sunnites iraniens, et cette dynamique de communautarisation, encore une fois, elle prend au fond les dynamiques chiites pour modèle, puisque c'est bien sous la houlette d'un clergé sunnite que ce mouvement de communautarisation s'esquisse, en tout cas, et prend forme. Voilà, donc je termine là. Merci beaucoup à vous deux. Je pense que vous avez maintenant des idées beaucoup plus claires sur ce qui se passe entre les sunnites et les chiites. En même temps, ces deux présentations donnent justement à comprendre toute la complexité de la situation. Il y a encore beaucoup d'autres thèmes que l'on va pouvoir aborder dans la discussion. En tous les cas, je pense que l'introduction permet véritablement de lancer maintenant un débat sur certains des aspects de cette situation entre les deux, puisque comme on le voit aujourd'hui, évidemment que ces deux courants de l'islam sont complètement au cœur des recompositions de l'ordre régional au Moyen-Orient. Donc c'est vrai que la raison pour laquelle on en parle autant, mais qui nécessite d'avoir tous ces éclaircissements pour beaucoup mieux appréhender cette réalité. Donc merci à vous deux pour la clarté de votre propos, et je pense pour les pistes de réflexion que vous avez lancées et qui ont permis, je crois aussi, de remettre en question certaines idées qu'on peut avoir sur les sunnites et les chiites. Et c'est vrai que moi, à la lecture de ces deux ouvrages, j'ai trouvé que ça permettait d'aller à l'encontre de certaines idées reçues un peu rapides et qui permettent donc de beaucoup mieux comprendre les dynamiques en cours actuellement. Donc je ne vais pas prendre la parole plus longtemps parce que c'est à vous à prendre la parole. Qui souhaite? Oui. Alors, il y a un micro pour des questions d'enregistrement. Vous allez attendre, s'il vous plaît, le micro. On va en prendre peut-être deux ou trois. On va prendre des séries de 2-3 questions. Merci beaucoup, Vincent Hugeux, l'Express. On considère, à tort ou à raison, que l'Iran est à l'instant T le vainqueur des turbulences en cours dans la région. Si l'on admet qu'il y a un projet, je dirais, de nature hégémonique de la part du régime de Téhéran, est-ce que vous considérez qu'il y a simplement là un calcul de nature politique par des alliances, y compris avec des forces sunnites qui assument leur statut, ou est-ce qu'il y aurait encore, d'une part, une volonté d'exportation de la révolution qui ressusciterait un peu le rêve ou la chimère, c'est selon de l'ayatollah Khomeini, voire un projet de conversion doctrinale dans ces avancées politiques ou militaires du moment. Merci beaucoup. Non, allez-y, ça marche. Bon, merci pour vos deux très intéressants exposés. C'est une question que j'adresse à Pierre-Jean Luizard. À Monsieur Luizard. Quand vous parlez du cas des communistes irakiens, qui étaient en majorité chiites, est-ce que vous identifiez des parcours de personnages qui sont passés du Parti communiste ou des courants de gauche au militantisme islamiste? Et est-ce que ces personnes se sont exprimées pour expliquer leur parcours ou leur bascule, pour ainsi dire, en arrière?
Oui, un éclaircissement, une question qui s'adresse à Laurence Louer. Vous faites remonter aux Safavides la réalité d'un État chiite. Mais alors, quid quand même des Fatimides? Parce que quand même, c'est quand même des prédécesseurs clairement identifiés comme chiites. Donc voilà, juste un éclaircissement. On va prendre une dernière question et on va laisser la parole parce qu'il y a déjà de quoi répondre. Bon, alors on arrête. Alors, pardon. Oui, c'est vrai, ça fait. Qui veut commencer? Pierre-Jean commence. Y a-t-il, alors je vais d'abord répondre à la question de Vincent Hugeuse, y a-t-il un désir d'hégémonie de la part de l'Iran qui se doublerait d'une stratégie de conversion au chiisme dans le monde arabe et dans le monde musulman? Non. Non, les Iraniens, enfin pour ceux qui connaissent l'Iran, quand vous allez en Iran, vous avez un sentiment d'insularité, c'est-à-dire le sentiment d'être le seul État au monde à avoir le chiisme pour religion d'État et d'être entouré au nord, au sud, à l'est, à l'ouest par des régimes hostiles qui n'attendent qu'une occasion pour mettre à bas donc le seul pays qui a officiellement proclamé son chiisme. Ça a été le cas de l'Afghanistan, majoritairement sunnite, qui a constitué une menace pendant très longtemps pour l'Iran. C'est le cas de l'Arabie Saoudite, ça a été le cas de l'Empire ottoman. Et l'agression de Saddam Hussein contre l'Iran en 1980 a été interprétée de la même façon, c'est-à-dire un sentiment d'encerclement qui aboutit pour les Iraniens à non pas un désir d'hégémonie, mais à un désir de desserrer cet étau en utilisant pour cela les communautés chiites et chacune dans son itinéraire propre, ce qui est facilité par les liens familiaux et les réseaux transnationaux qui unissent le Liban, l'Irak, l'Iran, les pays du Golfe arabo-persique, l'Afghanistan, l'Inde et le Pakistan, où il y a donc des possibilités de voir ici et là des réseaux familiaux s'engager dans des stratégies politiques. Bon, la famille la plus célèbre pour cela, c'est la famille Sadr, qui a donné Moussa Sadr au Liban, qui a engagé la communauté libanaise sur la voie de l'émancipation. Et je ne parle pas évidemment des Sadr en Irak qui ont occupé un espace politique très important, qu'il s'agisse de Mohamed Bakr Sadr ou de Muqtada ou d'autres Sadr qui ont été de grands ayatollahs. Donc c'est pour répondre à un sentiment d'encerclement et certainement pas un désir d'hégémonie qui serait totalement irréaliste quand on voit le rapport de force démographique. Les chiites ne représentent que 11 à 12% de l'ensemble des musulmans dans le monde et il est évidemment hors de question pour eux de vouloir dominer le monde musulman. Mais il y a parmi les sunnites, je dirais, une paranoïa de la conversion de... Bon, par exemple, vous allez en Égypte ou en Algérie, les chiites se cachent. Ceux qui se sont convertis au chiisme se cachent parce qu'il y a une paranoïa. D'une part, vous perdez quasiment votre égyptianité et votre algérianité, c'est-à-dire que vous devenez un agent terroriste, un agent de l'Iran. Et surtout, il y a cette crainte donc de voir un cheval de Troie s'installer dans des sociétés majoritairement sunnites. Ceci dit, il faut malgré tout dire une chose, c'est que les chiites irakiens, l'Irak est un pays majoritairement chiite, environ 56% de la population irakienne est chiite, et l'immense majorité de ces chiites sont des nouveaux convertis. Ceux qui se sont convertis le plus récemment, ça date du début du XXe siècle. C'est les Chammars qui, arrivant en Mésopotamie pour fuir les Saoudiens, se sont convertis pour une partie au chiisme. Et dans toute la propagande sunnite anti-chiite, il y a cette crainte de voir l'exemple irakien se répéter ailleurs, avec toute une littérature
pour stigmatiser les prêcheurs, les prédicateurs envoyés par les grands ayatollahs des villes saintes, où par exemple, on fait valoir que ces prédicateurs faisaient miroiter aux paysans du Tigre et de l'Euphrate le fait de pouvoir accéder au mariage temporaire reconnu par les chiites pour mieux les convertir. Vous voyez, bon, et voilà, occultant le fait que si les chiites se sont convertis, si les tribus se sont converties en Irak au chiisme, c'est pour échapper justement à un statut d'asservissement qui a été le leur du fait de leur sédentarisation. Très rapidement, pour répondre, oui, il y a tout à fait des parcours personnels qui sont même les parcours les plus courants. Je me souviens, bon, par exemple, j'ai un ami irakien, Adel Abdel Mahdi, qui a été président du Parlement irakien, qui est un des dirigeants du Majlis, du Conseil supérieur de la Révolution islamique en Irak, qui a été en exil en Iran pendant très longtemps, qui a eu un passé de militant bassiste, nassérien et maoïste. Maintenant, il est à nouveau en France et c'est quelqu'un qui illustre tout à fait des parcours que l'on retrouve parmi l'élite dirigeante irakienne aujourd'hui, mais aussi parmi les militants du Hezbollah au Liban. Combien de fois j'ai été confronté au Liban à des femmes voilées, et à un moment je me disais mais je la connais, c'était d'anciennes militantes communistes simplement qui n'avaient absolument pas changé de discours, sauf qu'elles avaient le voile, mais c'était les mêmes. Donc il y a eu un retour. Le mot retour n'est pas très juste parce que ça n'est pas le même islam auquel ils sont retournés, mais il y a eu plusieurs des décennies d'illusions que l'on pouvait résoudre les questions de discrimination confessionnelle par des réformes sociales, notamment à travers l'engagement dans les partis communistes ou nationalistes arabes, qui ont pris fin et qui ont abouti à la reconfessionnalisation. Beaucoup de ces militants avaient même oublié qu'ils étaient chiites, hein, et ils n'avaient pas eu d'éducation religieuse, ils avaient une éducation politique, et c'est donc un chiisme tout à fait nouveau auquel on a affaire aujourd'hui, qui est très largement sécularisé. Est-ce que certains théorisent cette bascule ? Non, c'est très difficile de parler de cela. C'est très difficile de parler de cela parce qu'ils se refusent évidemment à se présenter comme des partis politiques sécularisés. Ils se rattachent à la grande tradition des ayatollahs, notamment irakiens, qui avaient déclaré le djihad contre les Britanniques en 1914-1918, alors qu'en fait, ils ont beaucoup plus de points communs avec les militants des partis politiques qu'ils ont désertés à partir de la fin des années 70. C'est vraiment les années 70 le point de bascule où l'on voit avec notamment l'action de jeunes oulémas comme Mohamed Bakr al-Sadr, un transfuge de plus en plus massif des partis de la gauche laïque ou au Liban, l'Organisation d'action communiste libanaise, vers ce qui va être les mouvements islamistes, Amal, puis Hezbollah et les partis islamistes chiites en Irak, avec aujourd'hui pour conséquence la quasi-disparition des partis politiques au profit de partis confessionnels. Merci. Oui, et pour continuer là-dessus, à Bahreïn, moi j'ai vu les mêmes choses. Et en Arabie Saoudite c'est un aussi. mouvement régional. Tout à fait. Donc à Bahreïn et en Arabie Saoudite, où les chiites ont aussi beaucoup adhéré au mouvement de gauche et nationaliste arabe, et puis qui en effet aussi à la même période, les années 70, pour un certain nombre ont basculé, expliquant qu'au fond, voilà, ils cherchaient ils voulaient s'opposer, et que l'islamisme en fait offrait une idéologie qui était plus en phase avec leur identité authentique entre guillemets, et qu'au fond qu'avec voilà quelque chose qui notamment pour les communistes, la question de la foi était problématique, puisque voilà, un certain nombre d'entre eux conservaient leur foi religieuse, et donc il y avait là une contradiction avec l'idéologie communiste. Voilà, donc c'était une note de bas de page en passant. Peut-être reprendre la question, oui,
sur le projet iranien, moi je pense aussi qu'il n'y a pas du tout de projet de conversion et d'une manière générale, je pense qu'il n'y a plus beaucoup de projets idéologiques et qu'au fond, depuis les années 1990, l'Iran stricto sensu ne cherche plus à exporter sa révolution au sens de susciter la création de républiques islamiques ailleurs qu'en Iran. Cette politique d'exportation de la révolution s'est mue en une politique d'influence tout à fait classique que d'autres États mènent dans la région et ailleurs. Et je crois que certainement la transition irakienne le montre très bien. Hein. Au fond, malgré l'influence que les Iraniens ont en Irak, ils ne font pas pression pour que l'Irak devienne une république islamique. Peu importe au fond la nature du régime, du moment qu'ils ont leur mot à dire. Et puis, on peut aussi souligner que l'ensemble, ou je veux dire pratiquement tous, en tout cas les mouvements islamistes chiites qui continuent à dire qu'ils soutiennent la wilayat el-Faqih, c'est-à-dire la doctrine qui a été développée par Khomeini dans les années 70 et qui est à la base de la République islamique, qui dit que pour que l'État soit islamique, il faut qu'il soit gouverné par un clerc, enfin par un grand ayatollah. Eh bien, la plupart de ces mouvements disent oui, la wilayat el-Faqih, c'est très bien, mais on peut seulement la mettre en œuvre en Iran. Ailleurs, au Liban, par exemple, en raison du caractère multiconfessionnel de la société, ce n'est pas possible. Les Koweïtiens vous expliquez exactement la même chose, comme les chiites sont minoritaires au Koweït. On ne peut pas mettre en œuvre ce modèle, même si dans l'absolu, c'est très bien. Voilà. Donc c'est un petit peu une sorte de pirouette intellectuelle pour expliquer qu'on a bien renoncé en fait au projet idéologique. Et les mouvements islamistes chiites pro-iraniens se sont transformés en mouvements communautaires, c'est-à-dire qui défendent essentiellement les intérêts des chiites en tant que communauté dans les États dans lesquels ils sont insérés et ont en général renoncé à tout projet révolutionnaire radical. C'est vrai, compris en Arabie Saoudite. Voilà. Sur les Fatimides. Alors oui, je l'ai dit quand j'ai présenté le livre, je crois que c'était la semaine dernière. Je pense que j'ai pas accordé assez d'importance aux Fatimides dans le livre. Ça aurait mérité plus que ça. Et la dynamique de reconquête en fait avec Saladin, oui. En même temps, je pense que l'État fatimide n'a pas le même héritage, on va dire, dans le monde contemporain que les Safavides. Au sens, déjà sur le plan des identités religieuses en Égypte, cet héritage a disparu, s'est dilué. Sauf chez les soufis. Oui, d'accord. Ouais, le culte des saints. Je te repasserai la parole pour préciser ça. Et et donc au fond, les traces, on va dire, elles sont beaucoup plus légères et peut-être plus fugitives, notamment évidemment dans l'identité nationale égyptienne. Même la transformation d'El-Azhar en centre du sunnisme montre bien ça aussi. Et en revanche, l'expérience fatimide, elle a vraiment des résonances dans le monde contemporain. Déjà, les islamistes sunnites, les djihadistes en particulier, parlent souvent des chiites comme les Safawiyin, les Safavides. Même certains médias officiels saoudiens parlent de l'Iran en disant le régime iranien safavide, donc ce qui montre à quel point cette figure des Safavides, elle est signifiante jusqu'à aujourd'hui. Et je pense également que parce que les Safavides ont en fait transformé le chiisme en religion nationale iranienne, c'est eux qui ont amorcé le processus, c'est à partir de ce moment-là que dans l'esprit de beaucoup de sunnites, les chiites ont commencé à être perçus comme soit des Iraniens, soit des agents au service des soi-disant menées expansionnistes de l'Iran, qu'elles soient réelles ou simplement supposées. Et donc cet héritage, au fond, safavide, il est très important, me semble-t-il, à prendre en compte pour comprendre un certain nombre de dynamiques contemporaines. Il y a eu les premiers États qui se sont réclamés du chiisme, étaient bien avant les Fatimides. Il y a eu notamment dans le nord de l'Irak les Bouyides, les Hamdanides, qui étaient en fait dans des régions majoritairement sunnites aujourd'hui, autour de Mossoul, et qui ont eu une influence déterminante dans la mesure où, comme il a été dit par Laurence, le chiisme des origines correspondait à des conceptions très mystiques
qui ne permettait pas à des pouvoirs politiques de se reposer sur un dogme précis, parce qu'il y avait des aspirations mystiques qui pouvaient dériver vers un messianisme difficilement contrôlable, et les bouyides qui eux-mêmes étaient à la recherche d'un dogme sur lequel, c'est à l'époque abbasside, donc ils reconnaissaient les califes abbassides comme légitimes, mais ils avaient offert aux oulémas chiites un havre où les chiites, qui n'étaient pas encore duodécimains, ont commencé à élaborer leur dogme, et c'est grâce aux bouyides notamment que les duodécimains se sont différenciés de ceux qu'on appelle les roulates. Les roulates, ce sont ceux qui exagèrent, qui divinisent l'imam Ali, et donc dont les héritiers sont notamment les Alévis en Turquie, les Alaouites et quelques autres sectes. Mais voilà, il y a eu des États chiites à l'ombre des califats sunnites qui ont permis l'élaboration d'un dogme qui a abouti à la proclamation d'un chiisme duodécimain déjà bien structuré au XVIe siècle par les Safavides. Peut-être une différence dans le rapport à l'État entre les sunnites et les chiites. C'est vrai que l'État ottoman se proclamait sunnite, alors que l'État persan, séfévide, se proclamait chiite. Mais jamais il n'y a eu un rapport de dépendance chez les chiites envers l'État, comme ça a été le cas chez les sunnites. Chez les sunnites, les oulémas étaient là pour légitimer le pouvoir politique, et ça a été quelque chose qui a perduré jusqu'à aujourd'hui, puisque dans chaque république arabe, y compris les républiques socialistes, il y a des autorités religieuses officielles qui légitiment le pouvoir en place. Chez les chiites, les grands oulémas étaient indépendants du pouvoir politique, puisque ils collectaient les impôts islamiques indépendamment du pouvoir politique. Ils ne reconnaissaient officiellement que l'autorité politique de l'imam caché, le 12e imam, qui est resté jusqu'à aujourd'hui la seule autorité légitime. Et même maintenant, le régime en Iran de la Walayat el-Fakri est dans l'attente du retour du 12e imam. Ça veut dire que dès que le clergé chiite s'est senti suffisamment puissant pour se redresser face à la dynastie séfévide, il a commencé à le faire, et même avant la fin de la dynastie séfévide, il avait commencé donc à se faire le héros ahuté de la lutte contre les influences européennes, notamment russes, un rôle qui va être le sien et qui va l'instituer comme le principal opposant des régimes en place en Iran. Le clergé chiite a toujours été, à partir de la fin des Séfévides, une opposition extrêmement dangereuse pour les régimes en place. Et d'ailleurs, de façon assez paradoxale, lorsque l'opposition religieuse chiite devait prendre les chemins de l'exil, où elle est-elle? À Istanbul. À Istanbul, où on rencontrait beaucoup, Afrani a été parmi eux, beaucoup d'opposants chiites qui trouvaient là un lieu d'exil face à un pouvoir politique qui continuait malgré tout à proclamer un chiisme qui lui échappait de plus en plus, en tout cas pour ce qui est des autorités les plus importantes. Merci beaucoup. Donc on va reprendre une série de questions. Oui, il y a deux... Oui, merci. Je voudrais poser ma question à M. Vizard. Vous avez parlé de la fitna, la grande fitna. Je voulais juste avoir votre point de vue. Est-ce que le coup d'État, en quelque sorte, qui porte le nom de Srifa, le préau, qui fut fomenté par le trio Abou Bakr, Omar et Uthman, Ali étant écarté, le prophète de l'islam agonisé, et les trios est parti donc dans cette localité Srifa pour organiser la succession. Et quand le prophète de l'islam est mort, 3 jours après,
le trio est arrivé avec clé en main la succession, c'est-à-dire la nomination d'Abou Bakr. Et Ali a été repoussé d'une façon violente. Et est-ce qu'à partir de là, on ne sent pas les germes de cette fitna qui devait par la suite, après la mort de Ali, déboucher sur ce qu'on appelle le chiisme. Oui. Parce qu'on ne comprend pas le chiisme, on dirait qu'elle tombe du ciel. Alors, très rapidement, si vous me demandez de prendre parti pour la version sunnite ou la version chiite, je ne suis pas une autorité religieuse et je vais me borner à revenir sur les conditions qui ont présidé au premier schisme dans l'islam. Et c'est peut-être là une petite différence que j'ai avec Laurence, dans la mesure où je ne fais pas de différence entre religion et politique. L'islam a toujours été politique. Bon, c'est une vision franco-française, un peu, de vouloir séparer la religion et la politique. Et les causes de la séparation entre chiites et sunnites sont éminemment politiques. Elles tournent autour de la question: à qui doit revenir le pouvoir après la mort du prophète? Et cela a opposé deux conceptions du pouvoir. Une conception, je dirais, héréditaire, qui a été celle des sunnites, qui surtout voulait protéger l'unité de la communauté. C'était surtout le souci. On ne se faisait guère d'illusions sur la légitimité religieuse des pouvoirs en place, mais le principal souci était d'éviter les schismes. Alors que pour les chiites, il y avait une légitimité spirituelle à travers un lignage d'imams, donc de 12 imams. Et il faut rappeler que, alors que pour les sunnites, le prophète Mohammed est le sceau des prophètes, pour les chiites, la prophétie et les textes sacrés, le Coran et la Sunna, ne sont pas compréhensibles si on n'y ajoute pas les traditions des imams chiites. Donc il y a deux conceptions de l'autorité religieuse et de l'autorité politique qui, effectivement, ont fondé des oppositions qui se sont renouvelées au fil des siècles. Là-dessus, non. Mais peut-être justement sur politique et religion. Oui, alors moi, en tant que politologue et faisant de la sociologie politique, je pense que il y a une séparation entre politique et religieux au sens où on peut identifier quand même deux domaines d'activité spécifiques dans la plupart des sociétés qui sont le politique et le religieux et qu'on observe. Alors là, on a beaucoup parlé de chiisme, mais si on parle de sunnisme, par exemple, l'État saoudien est quand même bien fondé sur une séparation entre le domaine du religieux et le domaine du politique. Le domaine du politique, c'est le domaine du gouvernement, du pouvoir, et c'est le domaine des El Saoud. Le domaine du religieux, qui comprend d'ailleurs l'éducation, la sphère judiciaire et le domaine du clergé. Mais voilà, les choses sont séparées, même si elles sont liées. Donc moi, je parlerais de domaines d'activité qu'on peut identifier voilà, avec des spécialisations, d'ailleurs, dans le métier politique et dans le métier religieux, qui sont en général assez claires. Même si la Wilayat el-Faqih révolutionne ça, en fait. Mais que quand on regarde le politique, le religieux n'est jamais loin, ne serait-ce que parce que, comme je le disais, le religieux vient légitimer en fait le politique. Et ça, c'est un modèle classique qu'on retrouve pas seulement voilà, au Moyen-Orient ou en islam, mais enfin la monarchie de droit divin en Europe n'est rien d'autre que cela aussi. Le religieux a été étroitement lié aux constructions étatiques jusqu'à très très récemment, jusqu'au XXe siècle. Et c'est seulement à partir du XXe siècle qu'on voit émerger des idéologies sécularisées pour légitimer les constructions étatiques. Et quand on regarde le religieux, le politique n'est jamais loin aussi, puisque en fait on voit très clairement, pour le cas qui nous occupe, comment sunnisme et chiisme, en tant que doctrine, en tant que contenu, eh bien, en tant qu'idée, évolue en fonction des besoins politiques, des dominés, des dominants, des dirigeants, des révolutionnaires. Voilà, ça me semble très clair. Merci. Oui. Laurence,
Laurent, vous avez parlé d'une question très importante pour moi, c'est les Safavides. Et vous semble-t-il pas aujourd'hui que le conflit qui avait été au XVIe, XVIIe siècle entre l'Ottoman et les Safavides, que nous sommes en train de revivre ce moment aujourd'hui? Surtout, on voit qu'il y a une politique, à mon avis, iranienne aujourd'hui, de redonner la vie aux Safavides. C'est-à-dire, redonner la vie, c'est surtout, ce que moi je comprends, les Safavides, c'est surtout les rites. C'est les rites qui ont commencé avec le Shah Abbas le Premier, ou le Abbas le Grand. Et donc, aujourd'hui, on voit ce genre des rites, surtout en Irak, qu'il y a des dizaines de millions quand même, chaque année, qui font, beaucoup de gens qui font la flagellation, la longue marche des kilomètres et des kilomètres, la théâtralisation de vie politique. Et à mon avis, il y a quand même l'Iran qui pousse ce genre de traditions en Irak et qui essaye de redonner la vie pour peut-être d'un visage caché, pour redonner, sans parler de safavisme et de, comment dirais-je, la possibilité, c'est un retour à l'arrière du XVIe siècle. Merci. On prend une deuxième. Ça vous ennuie? Vous préférez une question? Voilà, on va en prendre. Oui, allez-y. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Luizard, qui a essayé par tous les moyens de minimiser en fait l'appétit hégémonique de l'Iran aujourd'hui au Proche-Orient. Il suffit simplement de retourner dans l'histoire et de regarder l'histoire de la Perse. Dans l'Antiquité, ils sont arrivés jusqu'à la Grèce, ils étaient dégagés en fait de la Méditerranée par Alexandre en 323 ou en 333, pardon. Et aujourd'hui, les pays qui entourent en fait l'Iran n'ont jamais si vous voulez, attaquer l'Iran, ni ils avaient une agressivité vers l'Iran. Dites-moi, sauf l'Irak. L'Irak était quelque chose, oui, la guerre de l'Irak, il y avait pas mal de choses. Mais l'Arabie saoudite n'a jamais regardé en fait vers l'Est. La Syrie, avant le régime actuel en Syrie, n'a jamais regardé vers l'Est. Et vous avez quand même minimisé aussi, je pense, il faut parler de la dimension ethnique entre l'Iran et les autres pays qui l'entourent. Il ne faut pas oublier que les Iraniens, pour moi, n'ont jamais avalé, en fait, intériorisé, si vous voulez, la défaite de 737 ou 637 au 7e siècle, et tout à fait au début de l'islam. Tout de suite, il y avait un mouvement pour se différencier des autres, essentiellement qu'on appelle aujourd'hui les sunnites. Les Safavides, aussi au XVIe siècle, étaient les dimensions, en fait, toujours soit ethniques et soit politiques, qui a dirigé leur orientation dans la politique. Le Shah Ismaïl n'était pas en fait persan, il était turc. Et finalement, il a converti l'Iran au chiisme de ses mains, tout simplement sous probablement si vous voulez, il était poussé par les Vénitiens qui avaient leur ennemi majeur dans la Méditerranée était l'Empire ottoman, et pour passer l'Iran au chiisme comme religion d'État, et pour être contre
en fait, l'Empire ottoman. Dernière chose pour Madame, je crois que quand on parle de chiisme au Proche-Orient, il faut différencier quand même les Yazidis, des Ismaélites et de Sima, des Alaouites et tout ça. Il faut prendre chaque type de chiisme dans le contexte social dans lequel ils vivent. Le yazid. Toutes les réponses sont dans les 2 livres, je vous promets. Si vous les lisez, vous aurez absolument les réponses à toutes ces questions. Parce que c'est fort bien expliqué, aussi bien dans les 100 questions que dans le livre de Laurence. Et c'est vrai que dans la présentation, on ne peut pas aborder toutes les complexités. Mais que, voilà, donc c'est. Mais je vais leur donner la parole, ils vont vous répondre. Simplement, je termine. Les Yazidis, en fait, sont extrêmement proches des sunnites. Ils ont vécu au Yémen tranquillement. Il y avait des problèmes politiques. Ils étaient les Zaïdites. Pardon. Ils étaient poussés. Le conflit actuel est totalement attisé par les Iraniens. C'est totalement clair. Les Ismaélites, de toute façon, ils n'ont absolument pas une partie, ils ne sont pas partie prenante de conflits actuels au Proche-Orient. Ce sont surtout, en fait, les Iraniens qui jouent la partie majeure dans le fitna aujourd'hui au Proche-Orient. On va les laisser. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Laurence et à Pierre-Jean. À Pierre-Jean d'abord. Non, Laurence. Alors oui, sur la question du retour des Safavides, si j'ai bien compris la question, comment le régime iranien actuel essaye de remettre au goût du jour des rituels, notamment inventés par les Safavides. Alors je crois que les rituels de flagellation sont antérieurs aux Safavides. Alors c'est vrai qu'ils ont mis en place un certain nombre de rituels. Je crois que celui qui est le plus étroitement associé aux Safavides, c'est les rituels d'insultes des prophètes, des compagnons de Mahomet. Alors moi, j'ai envie de dire que si on parle des rituels de flagellation, la République islamique interdit, depuis les années 90, de faire couler le sang, et donc les rituels les plus extrêmes, comme ce qu'on appelle le tadbir ou haïdar, qui consiste donc à s'inciser le crâne et à se frapper les blessures avec des sabres pour faire couler le sang, donc pour commémorer le martyre de l'imam Hussein. Voilà. Et or, ces pratiques, elles sont répandues pour le cas du Bahreïn, pour le cas de l'Irak, je ne sais pas, mais au Koweït aussi. D'ailleurs, au fond, ce qui est assez intéressant, quand on regarde un peu, si on fait un peu une analyse politique du tadbir, c'est que il est mis en œuvre par des groupes politiques ou bien des communautés chiites qui contestent le leadership iranien, qui contestent le modèle politique iranien et la wilayat al-Faqih notamment. Voilà, et donc moi j'ai pas le sentiment que l'influence iranienne, en tout cas actuellement, a un impact décisif sur la manière dont les rituels sont pratiqués, et j'ai pas l'impression spécifiquement d'un espèce de retour en arrière. Enfin bon, ça c'est à débattre bien sûr. Voilà, juste sur la question, oui, on peut pas parler de chiisme en général en incluant évidemment toutes ces communautés que vous avez mentionnées. Alors là, je suis entièrement d'accord et je le dis et le redis. Donc je reviens pas sur le cas yéménite où les zaïdites sont plus proches en fait des sunnites depuis le XVIIIe siècle. Mais en fait, les choses peuvent changer. C'est ça aussi qui est intéressant dans ces questions, c'est qu'au fond, c'est pas définitif parce que les identités, elles changent sans arrêt. Les doctrines changent sans arrêt. Rien n'est jamais fixé pour toujours. Et les événements politiques, les contextes politiques, notamment les contextes de guerre, ont une influence déterminante sur les identités religieuses. Donc, on pourrait très bien imaginer qu'au fond, au sortir de cette guerre civile yéménite qui peut durer encore très longtemps, eh bien, il y ait au moins des segments importants des zaïdites qui se soient rechiitisés parce que, en raison de l'alliance avec l'Iran, du soutien que l'Iran a donné aux houthistes, en raison aussi
l'aura très forte qu'a le Hezbollah libanais sur un certain nombre de groupes armés, voilà, qu'on peut rattacher au moins historiquement au chiisme, dont les Houthis au Yémen, sans parler des milices chiites, duodécimènes en l'occurrence en Irak. Et donc, on peut imaginer en fait un reflux, on pourrait dire, vers le chiisme. En même temps, me semble-t-il, le zaïdisme a une très très longue histoire derrière lui, avec ses spécificités. Et il ne pourra jamais être réductible en fait, soit au sunnisme, soit au chiisme duodécimain. Et c'est vraiment un courant qui a ses propres dynamiques, même si ces dynamiques propres peuvent s'articuler et embrayer sur des dynamiques qui lui sont au départ extérieures et devenir partie intégrante de dynamiques internes en fait. Oui, très, très rapidement, est-ce que je n'ai pas minimisé les appétits iraniens dans le contexte politique régional? Je ne crois pas. L'Iran a reconnu de quasiment officiellement son échec à exporter la révolution islamique, notamment par la réforme constitutionnelle de 1989. Le guide de la révolution islamique a cédé la place au guide de la République, et l'Iran a repris ni plus ni moins la politique qui était celle du Shah, c'est-à-dire non plus une politique révolutionnaire, mais une politique de clientélisation des communautés chiites. Quand on est en Iran, encore une fois, le sentiment majoritaire des Iraniens chiites est que l'Iran est une île chiite entourée par un océan sunnite ou hostile. Et il faut quand même rappeler que historiquement, l'Iran ou la Perse a eu maille à partir avec l'Empire russe, l'Empire tsariste au nord, qui lui a pris une partie du Caucase, et notamment l'Arménie. Il y a eu également les guerres récurrentes avec les Ottomans. On a parlé de la frontière fluctuante entre l'Irak et la Perse ou l'Iran. Et puis il y a désormais cette rivalité entre l'Arabie saoudite et la République islamique d'Iran pour le leadership dans, non pas le monde islamique, puisque les Iraniens ne sont pas stupides, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas diriger le monde musulman, mais avoir une place qui mette les chiites non plus en situation de subordination, mais dans une situation là où ils sont minoritaires ou là où ils sont majoritaires et non reconnus, comme ça a été le cas pendant longtemps en Irak et au Liban à l'époque ottomane, dans une situation préférable. Alors c'est vrai que les Iraniens semblent hésiter sur la stratégie à suivre. Certains préconisent une stratégie à travers le confessionnalisme et d'autres ont préconisé d'autres stratégies. La question du régime politique divise également les Iraniens, de la même façon qu'il divise des élites chiites arabes. Et il faut rappeler que, par exemple, le parti au pouvoir en Irak, le parti Dawa, est hostile à la théorie de Welayat el-Faqih. Et c'est une théorie qui aujourd'hui est totalement remise en cause en Iran même, du fait même de son caractère impraticable après la mort de Khomeini. Donc voilà, les choses sont beaucoup plus complexes. Et encore une fois, l'Iran a, je crois, dans l'histoire, davantage été attaqué qu'elle n'a attaqué ses voisins. Voilà. Oui, on va reprendre monsieur là et monsieur là. Est-ce que l'Iran a une doctrine militaire, doctrine et civile? Est-ce qu'à travers cette doctrine militaire, il a réussi de répandre son influence ou voilà?
Oui, il y a la politique qui a abouti à la multiplication des milices chiites qui aujourd'hui font la loi, on peut le dire, que ce soit à Damas, à Alep, à Bagdad et désormais à Mossoul, de même qu'à Sanaa. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui en Iran, pour doubler l'armée iranienne officielle, le corps des gardiens de la révolution et des forces, des unités spéciales des forces Quds. Ces forces exportent leur savoir-faire un peu partout dans la région. Elles l'ont fait au Liban avec le Hezbollah, avec les milices chiites de la mobilisation populaire en Irak, El Hashad al-Sha'bi, et avec un certain nombre de groupes de milices alaouites, notamment pour protéger les villages du pays alaouite de Syrie des exactions des groupes salafistes. Donc il y a effectivement une militarisation sur une base confessionnelle, mais encore une fois, il y a des débats en Iran, contrairement à l'idée qu'on veut propager du régime iranien comme un régime totalitaire. Il y a beaucoup de débats, et y compris au sein du Parlement iranien, sur la politique étrangère de l'Iran et sur les bienfaits de cette politique confessionnelle. Mais il est sûr que cette politique militaire, à travers la formation de milices par des conseillers militaires et par un armement directement iranien, qui fait que, par exemple, il y a un pont aérien quasiment quotidien entre Téhéran et Damas aujourd'hui pour renforcer les troupes syriennes, ce qui a permis la reprise de Deir ez-Zor, notamment à la frontière irako-syrienne, semble être aujourd'hui la tendance dominante. Avec Hamas aussi. Avec Hamas avec le Hamas. Les deux seuls succès que les Iraniens ont rencontrés dans leur politique d'exportation de la révolution islamique, c'est en Palestine, avec le Hamas effectivement et le djihad islamique. Mais les choses se sont renversées à partir du moment où le Hamas et les autorités palestiniennes ont tenté de se retrouver, et ça a correspondu à une distanciation du Hamas avec l'Iran. Le Hamas est aussi pris dans la spirale confessionnelle qui l'oblige à ne pas apparaître comme un agent iranien dans la région. Moi, je suis venu d'Asie, alors du Japon. Alors notre islamologue est formé beaucoup à Téhéran. Alors, il y a beaucoup de spécialistes qui sont plutôt habitués du chiisme. Alors, mais en Asie, c'est hors de moi, non rien, mais quand même, il y a beaucoup de musulmans en Asie, et surtout il y a le courant plutôt la Malaisie ou l'Indonésie, et le nord, c'est plutôt le sud de la Russie jusqu'à Ouïghour de la Chine. Et ils sont tous, à peu près, grande majorité, c'est sunnites. Alors, cette explication, c'est est-ce que vous avez parlé sur le cas de Pakistan, et on peut appliquer à peu près la même chose, on peut expliquer ça, c'est la question. On va peut-être en prendre plusieurs. Je ne suis pas sûre d'avoir compris la question. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation très intéressante. Moi, j'avais une question par rapport à la conception laïque de l'État, si je puis dire, l'autorité, alors soit en Iran, soit de manière plus générale, la conception, la logique démocratique que vous avez évoquée, notamment la laïcisation de l'État. Selon vous, quelle est la proportion des chiites qui plaident pour cette conception-là, cette logique démocratique,
Et quels sont les ressorts politiques derrière cette logique démocratique? Est-ce que c'est, par exemple, pour assurer la survie de la communauté chiite, selon vous? Et je voulais savoir si cette conception, cette logique démocratique avait des fondements religieux aussi chez les chiites, si c'était une question qui était débattue d'un point de vue religieux. Voilà, merci. Écoutez, je n'ai pas compris la question sur le Japon et l'Asie et le Pakistan. Voilà. Le Pakistan, c'est quand même... vous avez expliqué que... monsieur qui a expliqué que... Ça veut dire... Pakistan, c'est générique. Ça veut dire musulman, c'est un peu générique. Je ne sais pas du tout. Peut-être que Pierre-Jean aura des réponses. Moi, je connais pas du tout l'islam asiatique au-delà du Pakistan et de l'Afghanistan, si on peut dire. Donc là vraiment, je ne peux pas vous répondre. Sur la question de la laïcisation et démocratie, moi, je pense que c'est deux choses complètement différentes. Une démocratie n'est pas obligée d'être laïque pour être démocratique. Donc, je ne vois pas de contradiction entre les deux. Voilà, donc du coup, est-ce que... Alors, moi, mes terrains, ce sont les monarchies du Golfe et les chiites dans les monarchies du Golfe. Et donc, en Arabie Saoudite, il y a un débat très intéressant qui a été initié à la fin des années 90 et au début des années 2000 par certains clercs chiites qui militaient dans le principal mouvement islamiste chiite, qui s'appelait le mouvement de la réforme, et qui prenait en fait une forme de laïcisation de l'État saoudien comme solution aux discriminations et à la marginalisation dont étaient victimes les chiites, c'est-à-dire une forme de laïcisation. Alors, il ne parlait pas de laïcité, il parlait mais de mise en place d'un État civil, Daoula Madaniya, qui serait en fait aveugle aux appartenances religieuses et qui autoriserait donc du coup l'expression de diverses appartenances religieuses, mais aussi, et ça je trouve que c'était vraiment un pas en avant sur le plan intellectuel et idéologique, et qui permettrait aussi aux non-croyants d'être non-croyants ouvertement et de manière légitime. Donc ces débats existent. Maintenant, moi j'aurais tendance à dire que ça reste quand même minoritaire et relativement marginal. Je pense que sans doute, pour beaucoup de musulmans, la question de la religion, c'est une question importante. La question de la foi aussi demeure centrale. Et donc, quand ils parlent de démocratie, eh bien... ils pensent et ils réfléchissent en général aussi à la manière précisément de concilier un respect pour la foi religieuse, y compris dans l'espace public, avec la loi électorale, et puis qui peut évidemment porter au pouvoir des mouvements qui ne seraient pas d'accord avec cette perspective. Oui, la question, les chiites sont-ils plus laïques que les sunnites ? La réponse, elle peut ramener au statut respectif du clergé dans les deux communautés. Chez les sunnites, comme je l'ai dit, le clergé pendant des siècles n'a pas eu l'importance qu'il a eu chez les chiites, dans la mesure où il était là pour légitimer le pouvoir, il dépendait du pouvoir. C'était le cheikh ou l'islam ottoman qui légitimait le sultan calife ottoman. C'était très différent chez les chiites, où il y avait un clergé indépendant, y compris financièrement, puisque pour les chiites, même quand l'État se revendiquait du chiisme, il restait illégitime. C'est-à-dire qu'il n'avait pas le droit de prélever les impôts islamiques qui étaient dus aux représentants légitimes de l'imam, à savoir les grands ayatollahs. Ce qui fait que les oulémas chiites ont pu développer un pouvoir et qu'on voit très bien, par exemple,
exemple, dans les villes saintes, ils ont financé des travaux d'infrastructures urbanistiques gigantesques. Ils ont dérivé l'Euphrate près de Nadjaf pour irriguer les campagnes. Tout cela avec des fonds qui, parfois, ont été à certains moments supérieurs à ceux des autorités officielles. Donc, il y avait des statuts très différents qui ont généré deux réactions très différentes. Chez les sunnites, on ne voyait pas pourquoi on serait anticlérical, puisque le clergé avait finalement peu d'importance. C'était le pouvoir politique. En revanche, chez les chiites, comme il y avait un clergé omnipotent, riche, et avec une prétention à représenter donc l'autorité politique et religieuse légitime, à savoir le 12e imam, là, il y a eu un anticléricalisme par réaction qu'on a très bien vu, notamment chez les enfants des grands ayatollahs. Il fallait tuer le père. Et dans les années 50, par exemple, en Irak, il y a eu des grandes manifestations communistes à Nadjaf et à Kerbela, les villes saintes chiites, où on voyait des drapeaux rouges qui n'étaient pas les drapeaux de l'imam Hussein, mais les drapeaux du Parti communiste. Et ceux qui arboraient ces drapeaux étaient les propres enfants des grands ayatollahs. Voilà. Donc il y a eu il y a toujours un anticléricalisme qui a abouti à des questions très intéressantes en milieu chiite. Je dois le dire, on va encore m'accuser d'être pro-chiite, mais que ne se posent pas les sunnites, notamment sur la question des rapports entre les droits de l'homme et le chiisme. Alors je vous conseille la lecture d'un ouvrage d'une collègue, Constance Arminjon Hachem, A-R-M-I-N-G-O-N, plus loin Hachem, qui vient de publier un livre sur droits de l'homme et chiisme, très intéressant, où elle montre à travers la pensée de grands intellectuels iraniens comme Soroush, par exemple, ou Kadivar, Mohsen Kadivar. Donc il y a un débat extrêmement important en Iran aujourd'hui. Ceux-là même qui les mènent sont souvent des enfants de grands ayatollahs et ont eu eux-mêmes une éducation religieuse, mais pour dire, voilà, finalement, il faut rendre à César, à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César, c'est-à-dire l'expérience de la Wilayat el-Faqih n'ayant pas permis d'être concluante, il faut finalement protéger la religion de la politique, parce qu'ils se rendent bien compte que le fait que ce soit des autorités religieuses qui soient en même temps politiques porte un préjudice très grave à la religion. Et aujourd'hui, on le sent très bien. Que vous soyez à Téhéran ou à Bagdad, il y a un sentiment anti-religieux chez les chiites qui est un grave danger lié à un processus de sécularisation. Alors ça n'est pas pour les mêmes raisons à Bagdad et à Téhéran, mais à Téhéran, par exemple, vous passez une semaine à Téhéran et vous vous dites au bout d'une semaine, mais où est la religion ? Les mosquées sont vides. Voilà, il y a une sécularisation de la société unique, je crois, dans le monde musulman. Même en Turquie, laïque et kémaliste, on ne rencontre pas une telle sécularisation. Et à Bagdad, c'est contre la corruption. Il y a eu des manifestations massives en 2016 et en 2015 où les principaux mots d'ordre en arabe c'était Bismeddin Bagoun al-Haramiya, au nom de la religion, les voleurs, les brigands nous volent. Donc il y a un sentiment hostile aux partis religieux qui déborde les partis religieux et qui comporte de graves dangers, d'autant plus que les autorités religieuses chiites ont légitimé le système politique qui permet la corruption à travers le confessionnalisme. Une dernière question, monsieur... rapide alors, parce que les rangs commencent à s'éclaircir. Deux petites observations, tout simplement. J'ai écouté l'interview du président de la Ligue des droits de l'homme de Bahreïn, qui a été emprisonné, etc., et qui disait nous organisons des manifestations, non pour délégitimer la dynastie régnante, nous l'acceptons, ce que nous voulons, c'est uniquement acquérir les droits de tous les citoyens, les mêmes droits. Nous, chiites, qu'on soit soumis aux mêmes droits, bénéficier des mêmes droits.
L'intervieweur, à un moment donné, lui a dit « Oui, mais enfin, est-ce que l'Iran ne s'immisce pas dans les affaires internes du Bahreïn, justifiant les manifestations ?» Il lui a répondu du tac au tac « Lors des manifestations, celui qui est intervenu massivement, ce sont les chars saoudiens. Hein, ce ne sont pas, c'est pas l'Iran qui est intervenu. » Et deuxième observation, l'Iran est tout de même encerclé par des bases militaires américaines actuellement. Il y a partout, si on regarde la carte, il y a des bases militaires tout autour de l'Iran, comme si c'était un pays qui était dangereux pour je ne sais pour la paix. Enfin, ce serait un pays dangereux pour la paix. Ce qui explique, du temps du Shah, il n'y avait pas de problème sunnite, chiite. Ou en tout cas, c'était sous le boisseau, c'était pas clair comme maintenant, du temps du Shah, qui était donc chiite, bien sûr. Je vous propose, vous voulez dire un mot de conclusion l'un et l'autre? Un mot, Laurence? Un mot de conclusion. Oui. Un mot de conclusion, eh bien, écoutez, peut-être pas pour rebondir sur la remarque, la dernière phrase de monsieur. À Bahreïn, le confessionnalisme, il y en avait du temps du Shah aussi. Hein, ça commence, enfin, l'islamisme chiite, qui est à mon avis le début. C'est-à-dire on commence vraiment à poser le débat politique en termes confessionnels, c'est la fin des années 60 et donc l'Iran est déjà bien loin, hein. Et en fait ce qui montre bien d'ailleurs, ce qui me permet peut-être de nouveau marteler et défaire une idée reçue, ce n'est pas parce qu'il y a eu la révolution en Iran que les mouvements islamistes chiites à l'extérieur de l'Iran sont pas nés avec la révolution. Elles sont nées la plupart en lien avec les mouvements islamistes chiites irakiens qui datent de la fin des années 50. Et donc en fait, ce qui montre bien que l'islamisme chiite en fait est vraiment ancré et inséré dans les réseaux transnationaux cléricaux très anciens en fait. Hein. Et donc il y a vraiment une continuité entre voilà le monde clérical chiite et puis le monde de l'islamisme chiite, ce qui d'ailleurs nous en dit long sur aussi la résilience en fait de l'autorité cléricale chiite traditionnelle, surtout si on la compare avec la difficulté au fait de l'autorité religieuse sunnite à résister à l'islamisme. La force du chiisme, c'est peut-être d'avoir réussi à concilier et d'établir une forme de continuité entre les deux. Merci Laurence, parce que ça va me permettre, je ne savais pas trop quoi dire pour conclure, mais voilà, c'est peut-être une des manifestations les plus criantes du conflit entre sunnites et chiites, c'est que les islamismes qui n'est pas l'islam politique, hein, je le répète, l'islam a toujours été politique, mais une idéologisation de l'islam à travers des partis politiques nouveaux qui sont nés pour certains dans les années 40 et 50. Ces islamismes ont finalement accru les oppositions entre sunnites et chiites. Il y a un islamisme chiite et un islamisme sunnite qui ont tenté dans les années 40 et 50 de se rapprocher. Hein. Je rappelle à une époque où le chef des Fedayan al-Islam avait une visite qu'il avait rendue aux frères musulmans. Fedayan al-Islam, c'est la première organisation armée islamiste en Iran qui était en opposition au Shah à l'époque. Et à la fin des années 40, donc Nawab Safavi s'était rendu en visite au Caire et à Alep et à Damas pour rencontrer les frères musulmans. Et donc c'était la lune de miel entre les deux mouvements islamistes, frères musulmans d'un côté et l'islamisme chiite. Et on voit, on a vu par la suite que les enjeux confessionnels, les alliances entre États ont eu raison de cette lune de miel très, très, très éphémère, et que les islamismes se sont ensuite opposés de façon radicale, et que dans ce contexte-là, les chiites ont une longueur d'avance sur les sunnites, parce que, comme vient de le dire Laurence, les partis politiques chiites
ont recours à des élections internes, et ça veut dire qu'ils croient dans la vertu des élections, mais ils se mettent malgré tout sous l'égide spirituelle d'un grand ayatollah. Hein, c'était le cas pour le Hezbollah avec Fadlallah, avec les partis politiques irakiens avec Sistani, etc. En revanche, ça veut dire qu'il y a une répartition des tâches entre l'autorité religieuse et les partis politiques islamistes. Ça n'est pas le cas chez les sunnites. Chez les sunnites, on a, dans les mouvements islamistes, ont éclaté en opposition aux autorités sunnites traditionnelles, vus à juste titre comme des appendices des États en place. Et le mouvement islamiste est aujourd'hui également divisé entre un mouvement qui, comme les frères musulmans, légitime un certain mode de fonctionnement qui n'est pas spécifiquement islamique, c'est-à-dire un régime politique, constitutionnel, la vertu des élections, etc. Et les mouvements salafistes qui, à l'image de l'État islamique ou d'Al-Qaïda, ne reconnaît pas la légitimité de la majorité et les élections, par exemple. Donc il y a un éclatement général de la scène sunnite face auquel la scène chiite apparaît singulièrement réunie. Voilà, merci. Il ne me reste plus qu'à vous remercier tous les deux. Et je rappelle le titre des deux ouvrages, Laurence Louer, Sunnite et chiite, Histoire politique d'une discorde, et Pierre-Jean Louisard, Chiite et sunnite, La grande discorde. Merci à vous.